La vitesse semble procurer une image de puissance et de liberté. Elle permet à l'automobile de se déplacer rapidement, pourtant, elle présente plusieurs risques qu'il faut savoir éviter. Un bon conducteur, ce n'est pas celui qui roule très vite, mais celui qui reste maître de son véhicule, qui conduit avec prudence, en prévoyant longtemps à l'avance l'intention et le comportement des autres usagers. Savoir conduire, c'est plutôt rouler en gardant une bonne marge de sécurité. C'est respecter les limitations de vitesse, c'est choisir la vitesse convenable selon les circonstances. C'est tout simplement éviter de prendre les risques. Comment je peux rouler en gardant une marge de sécurité entre mon véhicule et celui qui est devant moi? Je t'explique tout d'abord la notion du temps de réaction qui est très importante à savoir. L'œil du conducteur perçoit l'information. Cette information, comme tu le sais, est transmise au cerveau, qui l'analyse et donne l'ordre de réagir. Entre le moment où le conducteur perçoit l'information et le moment où il décide son action, il y a un temps qui s'est écoulé. C'est ce qu'on appelle le temps de réaction. Au fait, c'est un temps mort, pendant lequel le conducteur ne peut effectuer aucun mouvement sur les commandes de son véhicule. La durée de chaque phase du temps de réaction, perception, décision, action, me paraît très courte. En effet, la durée totale du temps de réaction est évaluée à 1 seconde dans des conditions normales. Cette durée augmente chez un conducteur fatigué, non attentif. L'absorption de l'alcool et de certains médicaments prolonge aussi le temps de réaction. Dans cet exemple, le conducteur voit les deux enfants sur le trottoir, il est en face d'une situation, il l'analyse, il va vite décider de ce qu'il faut faire dans le cas où les enfants auront l'intention de traverser. Bien évidemment, il s'arrêtera dans ce cas-là. Si on analyse bien les choses, pendant ce temps, le conducteur a parcouru déjà une certaine distance. Je me pose la question, comment on peut estimer la distance parcourue pendant le temps de réaction? On obtient par un calcul approximatif, facile et rapide, la distance parcourue pendant 1 seconde, en multipliant par 3 le nombre des dizaines de la vitesse. Un autre exemple serait bénéfique pour pouvoir comprendre cette notion. Je roule à 60 km/h. Le véhicule devant moi s'arrête brusquement. J'aperçois les feux stop de ce véhicule, mais je ne peux appuyer sur la pédale de mon frein qu'après 1 seconde. Pendant cette seconde de réaction, je vais parcourir environ 18 mètres avant de commencer à freiner. Je viens de dire que l'alcool, la fatigue et les médicaments prolongent le temps de réaction. En effet, le conducteur met 3 secondes pour réagir au lieu d'1 seconde. Et bien entendu, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, à 60 km/h, je vais parcourir 54 mètres au lieu de 18 mètres avant de pouvoir freiner. Le temps de réaction est encore plus lent quand je suis surprise par un événement ou un comportement d'un usager. Je mettrai beaucoup plus de temps pour analyser la situation que je n'avais pas prévue et décider de ce qu'il faut faire. On vient de voir que pendant le temps de réaction, le conducteur parcourt une certaine distance. Pour ne pas percuter le véhicule de devant en cas de freinage d'urgence, il faut bien sûr prévoir une certaine distance séparant les véhicules. Prenons par exemple 2 voitures qui se suivent. Le premier freine d'une façon brutale à cause des enfants qui courent derrière le ballon. Le deuxième continue d'avancer à la même allure pendant 1 seconde avant de commencer à freiner. Donc, il réagit avec 1 seconde de retard par rapport à son temps de réaction. Alors, si l'intervalle qui les sépare est inférieur à la distance parcourue pendant ce temps, il y a collision des 2 voitures. C'est pour cela qu'il faut garder une distance minimale pour suivre un véhicule en toute sécurité. C'est ce qu'on appelle l'intervalle de sécurité. D'une façon générale, un intervalle d'1 seconde pourrait suffire pour éviter tout accrochage entre 2 véhicules qui se suivent. Mais comme on vient de le voir, lorsqu'il s'agit de freiner, le temps de réaction est souvent supérieur à 1 seconde. Pour augmenter et assurer la sécurité, il est utile de doubler cet intervalle et le mener à 2 secondes minimum. 1 seconde pour réagir, 1 seconde de marge de sécurité.
En effet, les performances du freinage ne sont pas les mêmes. Elles varient en fonction du niveau des compétences et la façon de réagir face aux risques de chaque conducteur. Tous les véhicules ne répondent pas de la même manière au système de freinage. Bien entendu, ça dépend de la façon comment sont entretenus et de leur degré d'usure. Certaines situations obligent aussi le conducteur à augmenter son intervalle de sécurité. C'est lorsqu'il sent que sa vigilance baisse à la suite de la prise de certains médicaments, par exemple. Lorsque le conducteur qui précède ou qui suit ne respecte pas un espace suffisant, comme il le montre la première photo. La voiture bleue suit de très près la voiture blanche. Lorsque la visibilité est réduite par temps de brouillard et de pluie, et lorsque l'adhérence des pneus à la chaussée devient faible, le conducteur doit dans cette situation aussi augmenter son intervalle de sécurité comme il le montre la deuxième photo. Tout cela m'amène à te poser la question suivante. Comment on peut apprécier une distance en étant en circulation? Il faut dire que ce n'est pas facile. Pour pouvoir vérifier si l'on garde un bon intervalle de sécurité, tu peux te fier à une astuce très simple mais qui donne une bonne estimation. Tu choisis un repère fixe sur le bord de la route, comme un arbre, un panneau ou un poteau par exemple. Lorsque l'arrière du véhicule que tu suis passe devant ce repère, tu commences à dire 1 seconde, 2 secondes. Tu dois terminer de prononcer cette formule avant d'atteindre à ton tour le même repère. Sur la photo, le conducteur de la voiture rouge doit terminer de prononcer cette formule avant que sa voiture arrive au niveau du poteau qu'il a pris comme repère, et où se trouvait l'arrière de la voiture blanche. Si c'est vérifié, c'est qu'il respecte l'espace minimum suffisant pour rouler en sécurité. Ça lui permet de minimiser les effets de surprise, de réagir et de manœuvrer dans de bonnes conditions. Lorsque le véhicule roule à une certaine vitesse, il prend de l'élan, c'est-à-dire il emmagasine de l'énergie. S'arrêter, ça veut dire tout simplement dégager le véhicule de cette énergie. Au moment où le conducteur commence à ralentir, son système de freinage élimine cette énergie en la transformant en chaleur par frottement. Avant que le véhicule se débarrasse de toute cette énergie emmagasinée, le conducteur va parcourir une distance minimum entre le moment où il commence à freiner et celui où la voiture s'arrête. Tout à fait. Et c'est ce qu'on appelle la distance de freinage nécessaire pour qu'un véhicule s'arrête. Cette distance dépend principalement de deux facteurs qui sont la vitesse du véhicule et l'adhérence, c'est-à-dire le contact entre les pneus et la chaussée. La distance du freinage est en fonction du carré de la vitesse. Je m'explique. Sans rentrer dans les grands détails, en théorie, le calcul de la distance de freinage a été fait par des formules physiques. Par exemple, à une vitesse de 50 km/h, la distance de freinage est de 12 mètres. Lorsque la vitesse est de 100 km/h, la distance est de 48 mètres. Si j'ai bien compris, plus le véhicule est lancé à une vitesse élevée, plus il lui faut de la distance pour s'arrêter. Dans l'exemple qu'on vient de voir, lorsque la vitesse a doublé, la distance de freinage est multipliée par 4. 12 fois 4 est égal à 48. Ce calcul n'est valable que si le véhicule roule sur une chaussée plane et sèche avec des pneus en bon état. En effet, et comme je viens de le dire, plusieurs facteurs influencent la distance de freinage. Pour bien évaluer sa distance de freinage, le conducteur doit tenir compte du système de freinage et son efficacité, la tenue de route et le poids du véhicule, la vitesse à laquelle est lancé, la pente de la chaussée et sans oublier bien sûr les conditions climatiques qui ont une très grande influence sur l'adhérence. Je vois sur le tableau, pour une même vitesse de 90 km/h, la distance de freinage a pratiquement doublé par temps de pluie. Elle est de 78 mètres au lieu de 39 mètres par temps sec. Cette distance devient de 156 mètres lorsque la route est enneigée. C'est normal. Lorsque l'adhérence baisse, les roues se bloquent plus facilement. Le conducteur doit freiner moins fort et par conséquent, la distance de freinage devient allongée. Le conducteur met beaucoup plus de temps pour pouvoir s'arrêter. La distance d'arrêt total, c'est la distance parcourue entre le moment où le conducteur perçoit l'obstacle et celui où sa voiture s'arrête complètement.
Sur cet exemple, le conducteur perçoit le chien au milieu de la chaussée. Il analyse la situation où il se trouve et il décide de ce qu'il faut faire. Ensuite, il agit sur ses pédales de frein et s'arrête devant l'obstacle. Si on traduit cette situation autrement, cela veut dire que la distance d'arrêt est équivalente à la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Elle sera donc toujours plus longue que la distance de freinage. Il faut bien estimer sa distance d'arrêt pour circuler dans de bonnes conditions de sécurité. Sinon, les risques d'accident augmentent. C'est une notion importante puisque le conducteur doit prendre en considération la vitesse à laquelle son véhicule est lancé, l'adhérence des pneus à la chaussée et la durée de son temps de réaction. Pour éclaircir cette notion, prenons un exemple. Je roule à 60 km/h. Supposons que la route est sèche et que je suis en bonne forme. Le véhicule devant moi freine et s'arrête à cause du troupeau. Pour ne pas le percuter, je dois m'arrêter à mon tour. Souviens-toi, la distance parcourue pendant le temps de réaction est égale à 18 mètres. Ma distance de freinage est de 24 mètres. Donc, avant de pouvoir m'arrêter, je vais parcourir une distance de 42 mètres. C'est donc ma distance d'arrêt. Au fait, c'est une distance calculée à partir de formules physiques bien précises qui s'appuient en particulier sur l'adhérence et la vitesse du véhicule. Supposons maintenant que la route est mouillée et que je suis fatigué. Le temps de réaction est de 2 secondes. La distance parcourue pendant ce temps est de 36 mètres. Quant à la distance parcourue pendant le freinage, elle est égale à 36 mètres. Ma distance d'arrêt, bien évidemment, sera donc plus longue. Elle est de 72 mètres. On peut calculer d'une façon approximative et rapide la distance d'arrêt. Il suffit de multiplier le chiffre de dizaine de la vitesse par lui-même. Par exemple, si je roule à 60 km/h, pour que mon véhicule s'arrête complètement, il faut une distance de 6 fois 6, égale 36 mètres. Cette approximation tient compte d'un temps de réaction plus ou moins long et de conditions météorologiques normales. En ajoutant la moitié, on peut aussi estimer sa distance d'arrêt sur une route mouillée, comme il le montre le tableau. À 60 km/h par exemple, ma distance d'arrêt est égale à 36 plus 18, c'est-à-dire 54 mètres. Un conducteur au volant de son véhicule n'est pas libre de rouler à n'importe quelle vitesse. Son comportement est déterminant pour assurer sa sécurité et celle des autres usagers avec lesquels il partage la route. D'ailleurs, la réglementation générale a fixé des seuils supérieurs de vitesse à ne pas franchir. Bien entendu, ces limitations de vitesse tiennent compte de l'environnement où se trouve le conducteur, c'est-à-dire du lieu. Route nationale en rase campagne, autoroute, ville et l'âge du permis de conduire aussi. En effet, les limitations de vitesse indiquées dans ce tableau sont à respecter. En tous les cas, il est interdit de dépasser les vitesses maximales autorisées par la réglementation, même en l'absence de panneau qui le signale. Il faut se mettre dans la tête qu'à l'intérieur d'une agglomération, il ne faut pas rouler à plus de 40 ou 60 km/h, selon la signalisation en place. Il ne faut pas non plus dépasser une vitesse de 100 km/h lorsqu'on roule sur une route nationale. À la différence avec l'autoroute qui est d'ailleurs conçue pour une circulation rapide, la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Quant au nouveau conducteur, pendant une année, qu'il roule sur une route ou sur une autoroute, il lui est interdit de rouler à une vitesse supérieure à 90 km/h. Néanmoins, et comme je l'ai déjà dit au début de ce cours, le conducteur doit adapter et choisir la vitesse convenable selon les circonstances, malgré les limitations de vitesse imposées et fixées par la loi. C'est vrai qu'on est tous attirés par la vitesse, jusqu'au point de sous-estimer dans certains cas ses conséquences. Le conducteur seul peut juger de la situation où il se trouve. Au fait, c'est à lui d'ajuster son allure dans les limites de vitesse autorisées de façon à ce qu'il maîtrise en permanence son véhicule. Par exemple, les mauvaises conditions atmosphériques, fortes pluies, neige, brouillard font réduire la visibilité. Il devient prudent d'adapter sa vitesse dans ces conditions, d'autant plus que les problèmes de l'adhérence s'ajoutent dans certaines situations aux problèmes de visibilité.
La visibilité est réduite la nuit aussi, comme elle est réduite lorsque je passe en feu de croisement pour ne pas éblouir l'usager venant en sens inverse. Elle est réduite aussi lorsque je passe d'une zone éclairée à une zone sombre. Il faut systématiquement adapter sa vitesse pour rouler en sécurité, c'est-à-dire ralentir. La configuration des lieux est un élément important dans le choix de la vitesse. C'est le cas d'un virage ou d'un sommet de côte par exemple. Pour prendre un virage, la première chose à faire, c'est ralentir avant de l'aborder. Adapter la vitesse à la difficulté de sa courbe. En effet, dans le cas contraire, si j'aborde un virage avec une vitesse très élevée, mon véhicule risque d'être déséquilibré. L'adhérence des roues n'est plus suffisante, c'est-à-dire que les roues n'arrivent plus à s'accrocher à la chaussée. Mon véhicule dérape et me fait sortir de ma voie de circulation. Les conséquences peuvent être dramatiques. Je risque de percuter un autre usager. Il faut réduire automatiquement son allure à l'approche d'un sommet de côte. On ne peut pas deviner ce qui se passe de l'autre côté. Le conducteur risque de se trouver devant un obstacle imprévu. De la même manière, lorsque j'aborde une descente dangereuse, je dois ralentir en rétrogradant ma vitesse et en utilisant au maximum le frein moteur. Je freine alors par pression espacée pour assurer l'adhérence des roues à la chaussée, en menant mon véhicule à une vitesse adaptée à la difficulté de la pente. Ça sert à rien de freiner de façon continue. Les freins risquent un échauffement excessif et une perte d'efficacité. Il faut savoir partager la route avec une certaine catégorie d'usagers, particulièrement les piétons et les deux roues. Il ne faut surtout pas les considérer comme des gêneurs de la circulation parce qu'on ne peut pas rouler à la vitesse de son choix tout simplement. Bien au contraire, il faut prendre leur présence sur la chaussée en considération. Sur la première photo, par exemple, à l'approche de ce vélomoteur, il faut impérativement que je réduise mon allure. Il peut faire brusquement un écart vers la voie où je circule. Sur la deuxième photo, malgré que la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h, le trafic est long. Je ralentis et j'adapte ma vitesse en fonction de l'allure du trafic. Dans certaines situations, une signalisation particulière impose un ralentissement et incite le conducteur à adapter leur allure selon le lieu. C'est le cas particulièrement des zones piétonnes, des sorties d'école. À la vue de ce panneau, par exemple, je dois impérativement réduire ma vitesse. Des enfants peuvent s'avancer brusquement sur la chaussée. D'ailleurs, des ralentisseurs sont généralement aménagés pour cet effet. Je pense aussi à une zone des travaux signalés, comme il le montre la photo. En effet, les travaux sont une gêne pour la circulation. Je ne peux pas me permettre de circuler à la limite de la vitesse autorisée, surtout en présence des autres usagers et des ouvriers du chantier.